Coucou! Aujourd'hui, on va parler de plusieurs histoires. Le problème de ce livre, du coup, c'est les guerres stupides de l'histoire. J'avais déjà appris certaines histoires, ou même des fois on se racontait ça avec des potes, sur des histoires un peu vraiment nazes. C'est-à-dire vraiment qu'il y a eu des conflits ultra débiles, ultra cons. Vraiment, il y a des trucs vraiment gogol. Et du coup, je vais en regrouper pas mal, et on va faire ça, on va quand même sectionner la chose. Certaines sont plus rapides que d'autres, d'autres longues, mais dans tous les cas, elles sont connes, archi connes. Ouais. Donc la première vidéo qui va se nommer tout simplement les guerres stupides de l'histoire, et je vais simplement prendre en fait un axe très chronologique, et puis on continuera ça sur 6 vidéos. Il faut savoir aussi que dans les guerres stupides, en fait, c'est 2 écrivains. Bruno Léandri, du coup, qui est écrivain, chroniqueur et scénariste. On a un historien, écrivain et maître de conférences à Sciences Po, qui est Bruno Ligini. Il y a quand même un travail d'historien qui est repris derrière, avec des sources ou autres. Voilà, c'est pas non plus juste des mecs qui ont tapé sur Google, il s'est passé quoi là, ok. D'ailleurs, petit spoiler, je sais pas dans quelle vidéo ça paraîtra des 6 vidéos, mais il y a une des guerres les plus stupides que moi j'adore. Donc ça sera pas celle-ci, je sais parce que ça se passe beaucoup plus tard, mais ça sera après. Et j'ai hâte de vous la faire découvrir, même si beaucoup la connaissent, mais le conflit est complètement débile. Commence avec le premier conflit, la première guerre, du coup, qui est dite légendaire, la guerre de Troie, aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ. Évidemment, cette histoire un peu relatée était par Homère, et c'est un mec qui va raconter une guerre où il n'y était pas. Comment résumer cette guerre? Simplement, c'est une guerre de cocufiage. On a Agamemnon, qui est connu du coup roi dirigeant, qui mène cette expédition. Ah oui, il faut savoir que première chose en fait de cette guerre, récupérer Hélène. Ménélas doit récupérer sa Hélène, du coup. À la fois, elle a un peu une love de son voleur, tu vois. Du coup, ça va à Troie et ça fout le bordel globalement là-bas. Mais avant d'y aller, Agamemnon qui suit l'expédition, qui mène l'expédition, du coup, avec toutes les forces alliées et tout ça, se trompe de chemin, voilà. Il est complètement con. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de... Voilà, on peut se comprendre. 8 ans plus tard, il débarque enfin à Troie. Il n'y a même pas de... Tu prends l'air d'autoroute, tu dis, bon, vas-y, je perds quoi, 10 minutes, 30 minutes grand max, tu vois, parce que des fois, c'est compliqué. 8 ans. Et le siège du début, donc 10 ans de siège de la ville de Troie, qui se finira évidemment par ce fameux cheval, du coup, construit, et qui permettra l'ouverture de la ville par la suite, parce que les petits gens descendront du cheval en mode, putain, ils sont vraiment cons, on leur offert un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Qui offre un cheval? Regarde, le cheval, il est en bois, il est géant, il est magnifique. C'est le cheval de Troie, c'est beau. Et bah écoute, on va le prendre. Je pense que dans le jardin, ça va être sympa. Niveau déco, on a un bon petit truc là. On va le mettre à côté du palmier. Sans parler du combat Achilles-Sector, mais c'est une histoire superficielle. Parce que au-delà du conflit avec les dieux un conflit, en fait, oui, c'est un conflit des dieux, c'est les humains qui sont clairement des putains de pantins des dieux. Pourquoi on dit pseudo-historique? C'est qu'en fait, il y a un site qui a été découvert par un archéologue dans les années 1870, c'est l'allemand Schleimann, et qui en fait découvre un site. C'est pour ça qu'on s'attarde à se dire, ah, il y a eu des traces un peu historiques de la chose, mais à la fois, comme ça parle d'un délire de conflit de dieux, d'anciens héros grecs et d'une énorme connerie, on n'a jamais su si Troie était vraiment cet emplacement-là ou non. À savoir que Homère, du coup, auteur grec, comme j'ai dit, et poète, parce que généralement ils ont cette tendance à être un peu écrivain, tu vois, ça parle, c'est de légende, c'est pas... On retrace l'histoire, mais comme aussi un peu l'a fait Hérodote, mais Homère vraiment, il était vraiment focus dans cette idée de mythologie haute, donc ils sont à la fois poète écrivain. La guerre de Troie, c'est facile à raconter si on en parle, bon, entre-temps, ils se gourdent de chemin, ils prennent la mauvaise sortie, et puis en plus le siège dure 10 ans, au-delà du combat Achilles-Sector, juste pour récupérer Hélène. Ménélas veut juste récupérer Hélène qui s'est fait choper. Et il y a une énorme guerre avec pas mal de morts qui se fait à ce moment-là, juste parce que il y a Henri qui a chopé la meuf de Grégo. J'ai dit juste des prénoms comme ça. Bon, on continue avec la deuxième guerre de cet ouvrage, en 547 avant Jésus-Christ, la guerre lydio-perse. La guerre lydio-perse, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et on a un roi tyran de Sardes. Candoul vante la beauté de sa reine à Gygès. Ce dernier propose de se cacher et admirer en fait dans les appartements royaux. Tu sens le délire, toujours le cul. Hein. C'est quel langage insensé, Seigneur, s'écria cette hypocrisie de Gygès. Y avez-vous réfléchi? Ordonnez à un esclave de voir nue sa souveraine. Après les pourparlers d'usage, il accepta et devint bien sûr l'amant de la reine. Donc il devient l'amant de la reine. Il poignardera le roi. Il devient roi de Lydie. Ouais, ça va être un peu compliqué. Des années après, voilà, des années après, on a un groupe de Scythes, du coup, des nomades, donc ils sont invités par Cyaxare, le roi des Mèdes. Et en fait, des chasseurs du groupe qui sont invités ramènent chaque jour du gibier.
Donc, très sympa, ils sont invités, bon, on va ramener l'encart, on ramène l'apéro, puis on se fait une petite bouftifaille. Il y a cette petite routine et cette flemmardise qui se fait, du coup, au moment où il ne ramène plus chaque gibier chaque jour. Le roi commence à les insulter. Med, qui est proche de l'Iran, du coup, à l'est du royaume de Lydie. C'est de remettre ça en contexte, c'est un peu difficile, cette guerre, c'est un peu compliqué. Donc les Scythes, là, les nomades, ils sont invités, ils sont assez indignés, en fait, du traitement du roi, et ils décident de couper... En fait, on leur a confié des enfants pour faire leur éducation. Tu vois, il y a ce côté, je t'invite chez moi, tu me ramènes plus à manger, bah, je vais te confier mes enfants. Il y a ce délire de, bon, pour l'éducation, bref. Sauf qu'ils se mettent à couper les enfants et à les donner à manger. Alors comment ça se passe? C'est que le truc, c'est que ils les ramènent en morceaux, mais ils les ramènent comme gibier. Vous voyez le truc d'avant? Voilà, c'est ça le délire. Moi, de les a capturés, c'est incroyable ça. Ils se retirent à Sardes auprès d'Aliat, descendant de Gigès. Le mec qui a regardé la reine et qui l'a baisé après, en poignardant le roi pour obtenir son royaume. Donc, il y a une guerre de 6 années qui se déclenche entre Mèdes, qui ont invité les nomades à venir et qui ont eu leur enfant en gibier, super cool, et les Lydiens, et ça se finit par un mariage. Aliat, descendant de Gigès, hein, donc il donne sa fille au fils de Cyaxare, du coup, Cyaxare, roi des Mèdes, ainsi que Crésus, fils d'Aliat, et qui est roi de Lydie. Là, je vous ai perdu, c'est en mode putain, ouais, c'est comme ça tout le temps ces vidéos. Il y a une nouvelle guerre stupide de la part de Crésus qui s'enclenche, car l'empereur perse Cyrus, un autre gars, sur la map on voit qu'il n'est pas là, s'empare de la Médie et prisionne son beauf. Crésus, alors là, c'est là où c'est stupide, hein, parce qu'on est encore dans le délire mythologique lié où tu penses entendre des voix. Il demande conseil aux oracles, il prédira à ce prince que s'il entreprenait la guerre entre les Perses, il détruirait un grand empire, et lui conseillèrent de rechercher l'amitié des États de la Grèce qu'il aurait reconnus pour les plus puissant. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Crésus? Il se dit, putain, ça va détruire un grand empire, donc en fait, on parle carrément des Perses, donc je vais juste dézinguer ces petits gars, tu vois. Sauf qu'en fait, c'était son empire. Bah ouais, les oracles sont un peu marrants, tu vois, ils font genre, petite phrase, je te dis ça, mais je te dis pas de quelle couleur est la conclusion. Du coup, en fait, on a un karma de l'ancêtre, parce que, pourquoi on en vient toujours à l'ancêtre? Pourquoi je vous ai tout expliqué cette énorme histoire de mort? Il est impossible même à un dieu d'éviter le sort marqué par les destins. Crésus est donc puni du crime de son 5e ancêtre, qui, simple garde d'un roi, se prêta aux instigations d'une femme artificieuse, tua son maître et s'empara de la couronne, à laquelle il n'avait aucun droit. C'est juste un petit châtiment des dieux. En fait, il y a toujours une petite conclusion à ça, hein, dans les histoires un peu grecques, c'est toujours ce petit délire, ce petit rien, on se fout de la gueule et tout. En fait, il n'y a pas que en chopant une reine, hein, c'est juste clairement qu'il a tué aussi son roi et lui a volé un peu son royaume. Donc voilà, on finit cette histoire de guerre antique ou autre, parce que ça se passe bien avant, mais on part sur un délire de conflit très débile. Maintenant, ça va être un peu plus simple, c'est ce que je vous fais croire. 3e guerre. 1202, la 4e croisade. Ça parle un peu la croisade, on en a eu pas mal, au début ça marchait assez bien, puis à force d'être trop utilisé, ça casse un peu la gueule. Du coup, les motifs sont simples, c'est motif or et argent, le mur de Constantinople, on a un pape à ce moment-là, il appelle à former une nouvelle expédition en 1198. Il y a ce délire là du putain on peut pas laisser ça comme ça, non, c'est les païens qui sont là-bas, on doit choper Jérusalem, voilà, c'est là où il y a le tombeau du Christ, tout ça. C'est débile, voilà, toutes les guerres de religion sont débiles, on va pas se mentir, c'est de base toutes les guerres sont stupides, mais en plus de religion, alors là, c'est encore autre chose. Jérusalem, conquis par la 2e croisade, mais avant 1202, c'est-à-dire la 4e croisade, 10 ans plus tôt, Saladin récupère Jérusalem à son tour. Donc, évidemment, si je vous parle de 2e, 4e, c'est qu'entre-temps, il y a une 3e croisade, et elle échoue totalement à récupérer la chose. Les rois d'Angleterre et de France sont moyennement chauds, en fait, pour lancer une 4e après avoir pris une déroute, et entre-temps, ils se tapent aussi sur la gueule. Ils peuvent s'allier pour des trucs en commun, notamment la religion à cette époque-là, mais ça n'empêche pas que si tu dois aller te foutre sur le voisin parce qu'il y a eu un vol de pommes de terre, bah tu le fais. Donc, on a 3 comtes de Champagne, de Blois et de Flandre, qui organisent cette 4e croisade. Donc, un souci financier qui est un peu fait, parce que il y a un siège devant Zara, une ville hispanique, en Dalmatie. Et c'est une ville qui appartenait jadis à Venise. Donc en fait, il y a un conflit qui a réglé là-bas, sauf qu'il y a aussi des habitants chrétiens. Bon, bref, c'est tout un galère de mort, et le pape est assez furieux du coup. Il excommunie en bloc les croisés et les vénitiens. Bah les gars, il y avait autre chose à foutre que de faire le siège d'une ville. À la base, on parle d'une 3e croisade. Jérusalem, c'est absolument pas la porte d'à côté, faut un peu se bouger le fion. Aussi parce qu'il y a des chrétiens qui sont tués. Donc c'est pour ça que le pape excommunie des gens. Excommunie, c'est très simple, c'est en mode t'as ta carte VIP des chrétiens, t'es excommunié du boys band chrétien en fait. Et c'est violent quand ça arrive du pape, et à cette époque, en fait, quand on fait excommunier,
tu perds beaucoup de choses, vraiment. Ça craint pour tes fesses, quoi. Il y a un souci aussi de saison qui font qu'ils peuvent pas bouger directement, du coup ils commencent à avoir faim, ils commencent à avoir un bordel. Et là, à ce moment, il y a le petit prince de Constantinople qui s'appelle Alexis. Il propose une alliance, il y a un usurpateur qui a volé le trône de son père. Il lui demande en soi d'aller conquérir ce dit trône, et entre-temps, il filera argent et tout ce qu'il faut pour compenser cette aide généreuse. Donc, ça part à nouveau en couille en disant, allez, les seigneurs y vont, on dit, on part, on fait une alliance avec ça, et on va à la conquête de la capitale byzantine, en échange, effectivement, de se faire aider en retour. Sauf que, évidemment, ça gueule dans les rangs pèlerins, on n'a pas trop envie de partir là-dessus, il y a déjà une autre guerre à faire, certains sont fait excommunier, donc ils ont déjà un peu la haine. Et vraiment, attaquer Constantinople, c'est pas le but. La croisade en est de moins en moins une. Déjà, les croisés sont mal accueillis, Prince Alexis peut pas tenir ses promesses lors de la conquête de Constantinople qu'ils y arrivent, et le trésor impérial est un peu vide. Comment te dire qu'en fait, t'as fait tout ça, globalement, pour pas grand-chose? Isaac II meurt, donc le père d'Alexis, et Alexis, entre-temps, est assassiné par les nouveaux usurpateurs. Donc en fait, tout ça a servi à rien. Croisés en voyant ça, décident de se payer eux-mêmes en se servant. Donc en fait, ça devient un pillage de Constantinople. Et s'ensuit évidemment, quand il y a pillage, il y a meurtre, il y a incendie, il y a viol. Donc on a des destructions de monuments byzantins qui sont faits aussi, donc ça c'est super, c'est super. Et ils retournent un peu avec du fric, tu vois, avec des richesses, tout ça. Sauf qu'ils n'ont mis aucun pied à Jérusalem. Et le pape, du coup, l'a vraiment troufion. Continuons encore dans la croisade, parce que j'en ai une autre aussi. Ça se passe 10 ans plus tard, 1212, du coup, la croisade des enfants. Quelques années après la 4e croisade, le pape Innocent III a mal géré les choses. Ce sont un peu mal. Aucun appel est fait à ce moment-là pour faire une nouvelle croisade par la papauté. Mais en France et en Allemagne aussi, il y a des cortèges, des assemblées de cortèges qui sont formées par des paysans, des bergers, adolescents, enfants, même femmes. Donc il y a un truc qui se met en place, mais qui est absolument pas organisé et orchestré par les religieux. Pour faire simple, ce sont des gens, appelons ça des gueux, ce sont des gens qui sont inspirés par justement cette aura religieuse. Et dans cette histoire, il y a des enfants de 13 ans, il y a des gamins et tout qui sont inspirés dedans en disant vas-y, on va y aller et tout. Donc en fait, ils essayent, puisqu'ils sont clairement guidés par Dieu, ils croient justement au miracle du Tout-Puissant, mais ils ont aussi besoin de vivre, de matériel ou autre, en somme, ouais, des armes ou autres, pour essayer de faire la guerre. Donc ils vont essayer de parler avec les divers ducs, les divers seigneurs, en fait, que ce soit en Allemagne ou en France. On a deux noms qui reviennent, Nicolas en Allemagne et Étienne en France, donc c'est deux adolescents qui arrivent quand même à recruter au fur et à mesure, ensemble. 15 à 30 000 recrues sont regroupés, les deux groupes se dirigent vers Saint-Denis, donc ils se dirigent vers Saint-Denis pour demander l'appui du roi de France à ce moment-là, qui est Philippe Auguste. Le roi refuse. Oh non, en mode, vas-y, il y a que des gueux qui me demandent ça. Non, c'est bon. Il y aurait eu un appel du pape, c'est autre chose. À ce temps-là, c'est assez connu. T'as un petit appel de WhatsApp du pape. Tu dis, ok, là, c'est à prendre au sérieux. Donc la guette n'aboutit pas vraiment. Ils repartent quand même convaincus d'y aller. Tu vois, qu'il faut amasser bateau, nourriture, donc nourriture et bateau. Sauf que, le délire, c'est qu'il faut amasser tout ça, sinon, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Famine. On va avoir des morts par rapport à ça, mais aussi du pillage qui vont être faits sur la route, en fait. Ils vont rencontrer des gens un peu malhonnêtes et ils vont se faire un peu dézinguer, meurtre et tout ce qui s'ensuit. Donc, une OP marketing récupérée par les religieux après, pour faire justement la propagande d'une nouvelle croisade. Voilà, donc c'est encore un truc amené par quelque chose de religieux qui va juste amener des morts par la suite. Ouais. Donc c'est encore débile. Voilà, la croisade des enfants. Maintenant, on va passer à une autre guerre, un autre style de guerre, tout aussi stupide, mais qui n'est pas religieux cette fois-ci. Incroyable, n'est-ce pas? C'est la guerre de la vache, 1275. La guerre de la vache, qu'est-ce que c'est? C'est un conflit à la base féodale dans un petit pays du Contrase, dans l'actuelle Belgique. On charrie pas les Belges. Mais quand même, cette guerre est vraiment débile, hein, vraiment. Souci de restitution d'une vache à quelqu'un. Donc, paysan de Gélé sous Goens. En fait, ce petit paysan amène une vache qu'il avait volée quelques jours auparavant à un bourgeois nommé Rigaud. Sauf que le mec qui s'est fait voler sa vache va demander justice. La vache va quand même être restituée. Sauf que au lieu de dire oui, ça sera sécurisé, t'inquiète, tu m'en ma vache, on oublie tout, impunité totale, let's go. C'est faux, il est piégé, il est jeté en prison. En fait, la cour de Ciné le condamne à mort. Le seigneur de Gens, du coup, de cette ville-là, j'arrive pas à prononcer, donc où il y avait son petit paysan qui avait volé la vache de l'autre mais qui a voulu la rendre et tout. Il est un peu irrité d'apprendre qu'un de ses gars s'est fait buter comme ça alors qu'à la base juste une restitution de vache, puis c'était passé, on oublie la chose quoi. Parce que ce qui va se passer après, c'est que ça part vraiment en couille en fait. Là, il va rassembler des gens, il va piller la ville de Ciné et il va aussi bouler le district, tant qu'à faire. Voilà,
autant cramer la chose, c'est plus facile, c'est plus simple aussi. Et en face, on va demander à un souverain, prince-évêque de Liège, d'agir. Une milice qui est convoquée, des vassaux également du côté des deux. Donc il n'y a pas davantage de seigneurs dans l'un, davantage de seigneurs dans l'autre. Ça commence à monter une espèce de troupe armée, tout dans les deux cas. Ça commence à partir un peu en couille. Et il y a une guerre de 3 ans qui va se faire et qui va quand même coûter la vie. 15 à 20 000 hommes vont crever à cause d'une putain d'histoire de vache. Et en 1278, Philippe le Hardi donc décide de calmer tout cela en demandant justement de répartir la chose des deux côtés. On se calme, on arrête la connerie. Toi tu payes tant parce que t'as massacré Bidule. Toi tu payes ça parce que t'as massacré tout ça. Et l'histoire se finit là-dessus. Et il y a une conte d'Rose. C'est devenu un peu, cette histoire est devenue un peu une sorte de richesse pour eux, richesse notamment touristique, parce qu'on a désormais une route qui s'appelle la guerre de la vache et qui amène pas mal de tourisme. Enfin du moins c'est un point un peu touristique pour eux. Et dans tout ça vous allez me dire, si vous êtes un peu curieux de la chose, bah la vache elle est où? Eh ben on sait pas. On sait pas ce qui est devenu cette putain de vache. Donc il y a 20 000 hommes qui sont morts à cause d'une vache qui a été volée par quelqu'un, donc après il s'ensuit quand même la mort d'un paysan, et l'autre, que son paysan, son comté, soit décédé alors qu'à la base il devait pas crever, il devait juste rendre la vache. C'est parti juste en couille, juste à cause du vol de ce mammifère, et la guerre de la vache prend du coup ce nom. Là c'est stupide, hein, aucune religion, hein. C'est juste des gens qui pètent un câble, Si on restait dans les guerres un peu plus connes aussi, 1325, c'est la guerre du seau de bois. Donc c'est un conflit qui embrasa quand même l'Italie du Nord un petit moment. C'est relaté par un poète humaniste qui s'appelle Alessandro Tassoni, qui le raconte en 1622. Donc on est quand même à 3 siècles de différence, et c'est la même chose que je vous ai dit pour les historiens grecs, notamment comme Homère. Ils reprennent des histoires, mais ils sont pas là à ce moment-là. Donc l'histoire est pas à la fois véridique, mais on essaie de retrouver des sources pour raconter la dite chose. C'est un auteur absent de son temps, absent du temps qu'il désire raconter. Donc on a un groupe de soldats de Modène qui s'introduit près d'un puits à Bologne, et qui s'empare d'un seau de bois, donc qui sert à puiser l'eau du puits. La cité de Bologne est un peu offensée, ça fait chier, elle est un peu offensée, et elle demande réparation. C'est un seau banal, ils auraient pu juste prendre un autre en disant bon bah c'est bon, on s'en fout, ils ont pris un seau, tu vois. Donc Modène, on leur dit d'aller se faire foutre, hein, donc il n'y aura pas de réparation, on garde le seau. Alors petit rappel historique, il y a une opposition qui est faite entre les Guelfes et les Ghibellins, dans la péninsule italienne. En fait c'est deux factions, deux entités qui se foutent un peu sur la gueule. Modène penche pour le pape avec la faction guelfe, alors que Bologne en tient pour Ghibellin avec l'empereur d'Allemagne. C'est des mots qui vous parlent pas, mais c'est juste pour remettre un contexte, il y a deux oppositions. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a ce délire du putain, c'est nos adversaires, ils nous ont volé notre seau, vas-y, à tout moment on peut les démarrer, c'est parti, let's go. Donc la guerre du seau de bois déclenche une véritable guerre qui démarre un affrontement, du coup, le 15 novembre 1325, à la bataille de Zappolino. On a 30 000 fantassins et plus de 5000 cavaliers en armure. Et mine de rien, c'est l'un des plus grands chocs guerriers du Moyen-Âge européen. Savoir que Modène remporte la victoire, donc les gros voleurs, c'est eux. On a 3000 combattants qui sont morts, et le conflit, en fait, va continuer et se renouveler au moment de la réforme italienne. Et il faut savoir que, contrairement à la vache qui maintenant est décédée, hein, de l'ancienne guerre, c'est que là, on a un seau de bois qui est conservé et où les touristes peuvent venir admirer justement sous vitrine l'objet en question qui a foutu ce bordel. Et comme c'est Modène qui a gagné, évidemment, c'est eux qui ont le seau, du coup ils le mettent en avant. 6e guerre, en 1428, la guerre de la Hotée de Pomme. La hottée, qu'est-ce que c'est? C'est un contenu d'une hotte en fait. C'est un panier à bretelles que tu mets dans ton dos et tu te trimbales, voilà. Et à ce moment-là, il y avait des pommes dedans. Donc un volume de pommes rempli dans le sac que demande justement l'abbé Chaillot de porter en l'an 1427 à son abbaye de Saint-Martin-lès-Metz, donc en Lorraine, jusqu'à sa demeure de Metz, sans penser à mal. Et ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que c'est lié géographique. En fait, il y a un problème géographique. L'abbaye se trouve sur les terres du duc de Lorraine, alors que la ville de Metz vit sous la loi d'un prince-évêque. Donc c'est 2 personnes à part. Mais à ce moment-là, les seigneurs aiment bien lever des impôts pour rien. Et en franchissant une frontière, tu payes une taxe et tu vas aussi également te faire foutre. Donc on parle ici d'exportation d'un produit dans un autre endroit. Le duc de Lorraine demande un certain profit et réclame aux Messins, du coup, habitants de Metz. Donc ils sont outrés et qu'est-ce qu'on fait quand t'es outré à cette époque? Tu te fous sur la gueule en rassemblant des gens. Le conflit part en cacahuète, évidemment. Les Messins attaquent d'abord le monastère et le faubourg de Saint-Martin. Le duc de Lorraine, qui est outragé également, réunit 5000 hommes de pied et 500 cavaliers, et ça part ravager la plaine de Metz. Qui s'ensuit comme d'hab, récolte, pillage, viol et vol accessoirement, avec des meurtres par
centaines. Des mercenaires sont recrutés par le prince évêque de Metz. Le duc, il appelle ses vassaux. Il y a des alliés comme le duc de Bavière qui se ramène et l'archevêque de Cologne. Le 11 juillet 1429, donc attaque de Metz par la suite. Et le camp est levé après 10 jours de siège de la ville. Et bon, Metz s'en sort en somme, mais en soi, cette histoire, il n'y a aucun vainqueur, ni vaincu. C'est juste une histoire de merde qui tombe dans la compote. Voilà, juste à cause d'une vieille texte de mort. Et il se passe pas plus, il y a juste eu des morts encore, pas grand chose, juste à cause d'une guerre à la con. Le conflit aurait pu plus se généraliser que ça. D'ailleurs, c'est absolument ce qui se passe dans la prochaine guerre. 1615, la guerre des Uskoks. Qu'est-ce qu'un Uskok? À la base, c'est un peuple, c'est un petit groupe de 500 à 600 guerriers, donc qui sont d'origine croate et qui se baladent en fait à travers les Balkans. Les étymologistes parlent des Uskoks, donc qui veut dire à la fois transfuge ou embuscade. Donc ils ont fui les terres conquises par les Turcs, évidemment c'est à l'est, et à l'origine ils sont poignés de Slaves chrétiens, donc résistant à l'empire ottoman. Un seigneur en Dalmatie croit assez intelligent de s'attarder sur ces 10 guerriers et d'obtenir leur ferveur. Donc il les accueille dans sa ville. Ça rappelle un peu les autres qui avaient ramené les enfants au bout d'un moment avec le gibier, mais c'est un peu autre chose. Ça. Sauf que, faut savoir que cette ville est rasée par les Turcs en 1537, mais les Uskoks du coup, qui se baladent un peu partout, arrivent à échapper au massacre et se replient au bord de la mer, donc avec la carte qu'on a ici, en Dalmatie, mais surtout à Gridiska, donc au nord en fait de l'Adriatique. Donc ils deviennent en fait des pirates, ils pillent certaines embarcations des mers, mais aussi au bout d'un moment certains navires chrétiens, et là ça rapporte un peu plus. Tiens, des chrétiens. Sauf qu'à côté, le sérénisme, donc la République de Venise, possède un certain commerce florissant. Ils ont déjà combattu les Turcs. Au fur et à mesure des guerres, il y a eu un traité de paix commerciale qui s'est mis en place, prévoyant en fait une liberté de navigation dans cette zone. Là où les Uskoks en fait arrivent clairement et foutent la merde sans savoir ça, tu vois, ils sont là, ils vivent, ils s'en battent les couilles. Donc ils se mettent à les dépouiller. Les Vénitiens catholiques va être un peu leur câble, donc ils attaquent les groupes de bandits qui se défendent parce qu'ils attaquent à la fois sur terre, à la fois sur mer. Mais ils se défendent pas mal, vraiment, les gros loupards des mers se défendent à mort. Je parle des Uskoks. Donc ils attaquent les Uskoks à Gradiska, ils arrivent à se défendre assez bien, le conflit s'éternise, et sauf qu'en fait il y a un petit souci, c'est que ça parvient aux oreilles de l'empereur d'Autriche, car justement l'enclave portuaire de Gradiska, où sont les Uskoks et où les Vénitiens les attaquent, et le territoire de l'empereur autrichien. Donc ce dernier déclare la guerre à Venise, et le jeu des alliances apparaît entre l'Espagne, qui régna sur Naples aussi, Sicile, le Portugal, les diverses colonies d'Afrique et d'Asie, on a aussi un moitié d'Amérique qui apparaît. Donc la République de Venise, qui voulait juste en fait gérer ses bandits, se retrouve dans un énorme conflit de guerre, et se retrouve en fait avec des puissances ennemies qu'ils auraient voulu éviter, tout simplement. Et en fait, il faut savoir que, bon, je vous ai dit qu'ils étaient pas nombreux, 500 à 600 à peu près, des guerriers Uskoks ou autres. Le souci chez eux, c'est que ils ont des délires de pillage, liberté, tout ça, donc ça amène aussi d'autres nomades ou autres à venir avec eux. Et aussi également, quand ils ont des veuves, ça reste pas longtemps célibataire là-bas. Ça va se marier avec d'autres gens, donc il va y avoir d'autres alliances, donc ça va ramener davantage de guerriers. Donc en fait, c'est dit d'ailleurs par les auteurs, c'est tu coupes une tête de l'hydre, il y en a deux qui reviennent. Et là, c'est exactement ça en fait. T'en tapes un, ils arrivent à 10 sur ta gueule, ils s'en battent les couilles. Et ça se remarie assez vite. Et donc on y arrive enfin. Traité de Madrid le 26 mai 1617 met fin à la guerre de Gradiska, dite la guerre des Uskoks. Et donc ce siège fut levé, du coup, contre l'assurance que les Autrichiens allaient réprimander en fait à l'avenir les actes des pirateries Uskoks. Donc là c'est un peu différent parce que la guerre démarre à cause de gars qui ont rien à foutre ici, qui foutent juste la merde. Et aussi parce que c'est toujours le même délire avec certains seigneurs, en l'occurrence ici l'empereur d'Autriche, et il se passe un truc sur mon territoire, d'où on m'a pas demandé. Les Vénitiens ils auraient juste dit, il y a un petit groupe de merde là, qui arrête pas de nous faire chier, il y aurait moyen qu'on les gère ou l'autre. Ça serait continué, les Uskoks. On aurait foutu encore la merde, notamment avec la piraterie qui s'est mise en place dans cette mer. Les Turcs auraient pu dire, par contre, on avait dit liberté de navigation, tout soit total, nous ça nous arrange pas, mais faut régler un peu votre merde. Donc ils auraient pu avoir les Turcs contre eux, sauf qu'en fait ils ont eu l'empereur d'Autriche et tout un tas de pays et de peuples qui sont venus juste casser les couilles parce qu'il y avait un jeu des alliances qui s'était foutu en place. Oh. Donc voilà, c'est la première vidéo des guerres stupides qui est finalisée ici. Maintenant, là, j'espère que je vous ai pas trop perdu parce que ça reste très complexe pour certaines guerres, mais au final, vous comprenez vite que ça part toujours d'un truc débile. Voilà. On se voit pour la prochaine guerre stupide, il n'y aura pas toujours ma préférée dedans. Et j'espère que ça vous a plu, et dites en commentaire laquelle que j'ai pu citer est votre préférée, puis à la fin on fera peut-être même un top guerre stupide. Joyeux Noël! I was sure that it'll be easier to clear you from my mind.